Bonsoir tout le monde, merci. Alors merci d'être présents si nombreux à ce Proxy Monday ce soir sur le troisième épisode du live coding avec Nicolas. Donc merci. Je pense que vous êtes les habitués de nos Proxy Monday. Vous connaissez le process et le système, les micros seront coupés ou essayez de garder vos micros coupés pendant la présentation. Si vous avez des questions, là, vous avez toute la fenêtre de discussion qui est ouverte. Toutefois, bien sûr, comme on profitera, comme on n'est pas nombreux, et je pense que ça ira aussi bien pour Nicolas, si vous avez des questions, bon, après, n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que les questions sont plutôt d'un aspect technique. Donc là, ce sera directement pour toi Nico. Ça Donc marche, pas de souci. voilà, merci à toutes et à tous. Je pense que c'est déjà fait. Vous êtes déjà tous fans de notre page YouTube et de tous nos replays. Donc voilà, écoute Nicolas, je te laisse la parole. Et puis bon Proxy Monday à tout le monde. Ok, donc pour cette dernière partie sur l'architecture réactive, on va mettre en place le lien entre nos deux applications pour rendre les traitements entre nos deux applications asynchrones et décorréler un peu notre code. Donc, je m'appelle toujours Nicolas Lenouvel, je suis toujours consultant senior, tout ça, ça ne change pas. Donc, on va commencer par un petit rappel sur l'architecture réactive, comme on a fait à chaque fois pour se remettre un peu dans le bain. On va revoir le projet. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc arriver à la cible de nos développements, faire le live coding et ensuite partager les sources. Donc, je reprends les 4 grandes lignes de l'architecture réactive. Donc, répondre, donc responsive, répondre dans un temps, on va dire, non excessif à une requête demandée. La résilience, c'est savoir faire preuve de robustesse face à l'erreur, à l'échec au niveau applicatif. L'élasticité, c'est en fait, permettre d'un côté d'être scalable, on va dire, au niveau applicatif, mais aussi de s'adapter à la charge de travail qu'on va recevoir votre application. Et la partie qu'on va plus voir aujourd'hui, qui est message driven, ça veut dire passer entre nos applications des petits messages qui vont faire réagir une autre application de façon asynchrone. Donc, on reprend notre petit modèle habituel avec une personne qui peut avoir 0 ou plusieurs hobbies, sur lesquels on voudrait faire une petite API d'admin, de la création, de la mise à jour, de la lecture, de la recherche. Donc, au début, on avait notre première application, donc au premier Proxy Monday, où on a écrit dans une base de données Postgre, puis dans une base de données NoSQL, mais tout ça au sein d'un même monolithe. Et là, aujourd'hui, on va procéder au split de notre application et on va relier tout ça avec un broker Apache ActiveMQ pour communiquer entre nos deux applications. Donc, on connaît la communication, par exemple, par web service. Celle-ci, elle est synchrone. Donc, on attend toujours la réponse. Là, on va mettre en place un broker. On va passer des messages asynchrones. Toujours avec notre petit cahier des charges. Donc, il faut être performant, résilient, élastique et avoir des temps de réponse les meilleurs possibles. Donc, là, on est sur le schéma final de l'application qui ressemble à la cible du projet, bien sûr. Je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Je vais parler un petit peu du coup de ce que ça veut dire message driven et d'Apache Artemis qu'on va utiliser ce soir. Donc, message driven, ça veut dire que on va transmettre des données de façon fiable entre nos applications à l'aide d'un message broker, donc qui va s'occuper de réceptionner les messages et de les mettre à disposition dans des files d'attente, et tout ça de façon asynchrone. Ça veut dire que l'émetteur et le destinataire, ils ne vont pas avoir besoin d'être synchronisés pour s'attendre, et surtout que l'émetteur n'attende pas que le destinataire ait terminé son traitement avant de dire et lui dire que c'est OK avant qu'il puisse faire autre chose. Donc le destinataire, il va déposer dans le broker une information, et à la place d'attendre que le consommateur la récupère pour traiter et accuser de réception que ça a bien été fait,
Il va récupérer le message dans la file d'attente quand il en a la capacité. Et du coup, le producteur du message, lui, peut continuer à travailler sans créer de période d'inactivité. Donc, ce soir, on va utiliser Apache Artemis comme broker. C'est un serveur multi-protocole. On va faire de la MQP, mais il est capable aussi de gérer tout ce qui est WebSocket et Internet of Things avec le protocole MQTT. Et AMQP, pour ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire Advanced Message Queuing Protocol. Assez simple. Donc, ce qui va se passer là, on va avoir nos deux back-office. Le back-office 1 va écrire un message dans une queue et il va être acquitté comme quoi l'écriture au niveau du broker s'est bien effectuée et il va continuer son traitement. Et le back-office 2, qui est abonné à cette queue, il va la lire quand il en a la possibilité, faire le traitement et acquitter la lecture, ce qui va faire disparaître le message de la queue et le broker va considérer que le message a été traité correctement, donc il peut s'en débarrasser. Donc tout ça, c'est la théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Donc, hop, je vais ouvrir mon IntelliJ. Donc, la dernière fois, quand on s'est quitté, on avait un seul projet qui dialoguait avec du Postgre et du MongoDB. C'est le même web service qui écrivait dans la base Postgre et dans la base MongoDB de façon séquentielle et synchrone. Là, ce que j'ai fait avant qu'on commence, parce que c'est une opération un petit peu fastidieuse, c'est que j'ai découpé mon projet en deux applications. Donc, on a la partie SQL qui est gérée par cette application-là et la partie NoSQL qui est gérée par une autre application. Et le but là aujourd'hui, c'est de faire communiquer les deux via un ActiveMQ. Donc, on va commencer. Donc, mon MongoDB, il est lancé. Il tourne en tâche de fond. Quand on s'était quitté la dernière fois, on avait un petit peu de données. On avait créé deux personnes dans notre base personne. Donc, ça avait été enregistré dans la base Postgre d'un côté et ensuite dans la base Mongo de l'autre. Donc, on avait bien notre synchronisation, ID6, ID7. Tout est bien synchronisé. Et on a bien, ouais, du coup, le Mongo, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va démarrer notre Apache Artemis et le configurer pour qu'on puisse dialoguer entre les deux applications. Donc, j'ai déjà téléchargé l'exécutable. On va le lancer et on va le configurer en entier là depuis ce Proxy Monday. Donc, je vais ouvrir une invite de commande et on va y aller. Alors, c'est parti. Donc, la première chose qu'il faut faire, oups, on est sur Windows. La première chose qu'il faut faire, c'est créer notre broker. Donc, notre broker, c'est notre serveur de messages. Donc, on va en créer un qui s'appelle Proxy Monday. Hop. Voilà. Donc, il a besoin d'un administrateur. Donc, pour la simplicité, aujourd'hui, il s'appellera admin. Et de quelques petites propriétés de paramétrage sur les accès anonymes, toutes ces petites choses-là. Et là, il me crée mon serveur et il fait une espèce de petit tuning et il me dit, tu vas être capable d'écrire 1,25 messages par milliseconde sur ton serveur. Voilà. Donc, ça donne une petite idée des performances du broker Apache Artemis. Et après, quelques petites commandes qui vont nous permettre de s'approprier un peu les services de démarrage, d'arrêt, toutes ces petites choses-là. Donc, ce qui s'est passé, ici, il m'a créé un répertoire Proxy Monday. Parce qu'en fait, des brokers, avec un seul Apache Artemis, je peux en avoir plusieurs. Donc là, j'ai mon petit broker Proxy Monday qui est apparu. Et il a la même structure que le serveur de base. C'est comme une sorte de copier-coller, mais du coup dédié à la partie Proxy Monday. Donc, on va aller dans le répertoire bin et on va démarrer le serveur Artemis avec tout simplement Artemis run. Voilà, donc c'est assez rapide et on voit qu'il nous met à disposition une petite interface
sympathiques qui va nous permettre de naviguer. Hop. Pourquoi j'ai pas le petit plus? Il faudrait que je puisse masquer ce truc. Voilà, on a notre petite console et je vais me connecter avec mon utilisateur admin pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Donc là, on a les différents protocoles qui sont utilisables par notre serveur, dont le MQP et le MQTT et le STOMP que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, ça va être la liste des queues qui vont apparaître, disparaître. On va voir ça un petit peu plus tard. Donc là, je reviens sur mon broker qui est démarré. Je vais avoir besoin de deux choses. C'est de créer un utilisateur qui est capable d'écrire des messages et de créer un utilisateur qui est capable de les consommer. L'application 1, qui est l'application SQL avec la base Postgre, sera le producteur. L'application 2, qui est avec la base Mongo, sera le consommateur. Donc, on va créer nos deux petites applications. Donc, hop, je me cale ici et je me remets au niveau de mon broker Proximondé. J'ai préparé mes commandes parce que c'est quand même de la grosse commande à écrire. Mais je vais vous expliquer tout ça rapidement. Donc, tout simplement, là, on va faire Artemis User Add. On va l'appeler Producer. On lui a mis un mot de passe complexe. Et il aura un rôle user, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des opérations simples comme lire et écrire sur des queues. Super, j'ai eu un beau fail. Ah, magnifique. J'ai des espaces. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Hop. On va mettre des underscores. On va cliquer le serveur. Et on va le redémarrer. Encore deux. Désolé pour le petit contretemps. Mais quand Windows fait des siennes. C'est pas ton IntelliJ qui fait ça? Non, c'est mon Word, il est en train de me dire. C'est ma petite. Hop. Tout ouvert dans PowerPoint. On va tous se les faire, hein, de toute façon. Voilà. Hop. Super. Donc, mon MongoDB, je retourne ici. Ça va être beaucoup plus simple. Apache Artemis. Bin. Proxymonday. Bin. Voilà. Allez, on reprend. C'était petit contretemps. Donc, on crée le consommateur. Sans la faute de copie. Décidément. Hop. On reprend tout à zéro. Il y a de la conf qui est écrit dans les paths quand il crée le broker. Allez. C'est parti. Mon admin. Hop. Oui, c'est pas ça que je voulais, c'était run. Voilà. Donc, mon Apache Artemis est redémarré. Et je me prends ma deuxième fenêtre pour créer mes utilisateurs. Donc, mon consommateur. Qu'est-ce qu'il me dit?
Décidément, j'ai pas de chance. Bon, on va dire que c'est l'effet démo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma botte de secours. Parce que j'avais préparé quand même mon serveur avant. Ça aurait été dommage de devoir s'arrêter là. Hop. Mon répertoire utilisateur. Tiens, super, je ne le retrouve pas. Merci. Voilà. Donc, j'ai utilisé le serveur que j'ai configuré avant le proxy Monday, si j'arrive à y accéder. Alors, Artemis. Voilà. Donc, dans ce serveur-là, j'ai déjà mes utilisateurs qui sont créés, donc via les commandes que j'ai pu vous montrer. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai mon producer et mon consommateur. Donc, le mot de passe, il est encodé. Pardon. Et derrière, chaque user est lié à un rôle qui est dans un autre fichier. Donc, mon producer et mon consumer sont des simples utilisateurs de mon broker. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la configuration de mes applications pour pouvoir les faire communiquer entre elles. Dans les épisodes précédents, on avait configuré une partie JSON qui nous permettait de serialiser, déserialiser des objets Java dans un format JSON bien particulier. On va récupérer ce converteur et on va l'appliquer à nos deux projets. Comme ça, l'application SQL et l'application NoSQL peuvent communiquer entre elles et vont communiquer avec les mêmes moyens de serialisation et déserialisation. Donc, la conf ActiveMQ avec Spring Boot, c'est assez simple. On a besoin du broker, du user et du password. Ici, dans notre appli SQL, le user, c'est le producer. Et ils vont tous les deux aller sur mon serveur ActiveMQ qui est local. Donc, on se crée une connection factory avec le user et le password et un JMS template qui va être là pour lire ou écrire des messages. Ce JMS template, il a un message converter et c'est là qu'on retrouve la config JSON qu'on a pu faire précédemment dans les autres proxy Monday avec notre object mapper qui va automatiquement serialiser ou déserialiser les objets pour les transmettre à notre broker. Donc, voilà. Donc, au niveau du code du producer, c'est tout ce qu'on a à faire. Au niveau du code du consumer, du coup, dans la partie NoSQL, c'est exactement la même chose. On va avoir notre connection factory avec le message converter qui est exactement le même, avec la même configuration JSON. Et la petite différence, c'est qu'on va avoir un listener, un JMS listener, qui va nous permettre en fait de s'abonner à une queue et que quand il y a un message qui arrive dans la queue, bah, il va automatiquement le lire pour tenter de le consommer. Ça, avec Spring Boot, ça se fait super facilement. Donc là, j'en ai créé 3 avec la notation JMS Listener de Spring. Et chaque listener va écouter sur une queue différente. Donc, pour la création, la mise à jour ou la suppression d'une personne. Et ici, on a le petit rappel du container factory qui est le bin, en fait, le nom du bin qu'on a configuré ici. Au démarrage, il utilise ce container factory là et hop, il se met en écoute sur cette queue-là. Et on aura exactement la même chose pour la mise à jour et la suppression. Donc, ce qui va se passer, si je démarre mon application, voilà, on va retrouver très simplement
au niveau de mon broker, on devrait retrouver les queues sur lesquelles le consommateur va se mettre en écoute. Ça, c'était la théorie consumer. Pourquoi il ne voit pas mes consommateurs? Ah, il n'a pas réussi à se connecter. Try to recover. Consumer does not have permission. Create durable queue. OK. Donc là, mon consommateur, il n'a pas la permission de s'abonner, mais que n'existe pas en fait. C'est ce qu'il est en train de me dire. Donc, pour que mon consommateur puisse s'abonner aux queues, on va les créer. Et pour ça, on va aller dans le broker.xml pardon, et on va voir qu'on peut ajouter des queues à notre liste de queues déjà existantes. On a la DLQ et la Expiry Queue qu'on peut retrouver ici, DLQ, Expiry Queue. Nous, on va rajouter les queues dont on a besoin pour que notre application fonctionne. Donc la personne create, la personne update et la personne delete. Là, il suffit que je sauvegarde. Mon broker, il va détecter un changement. Il va redéployer mes queues. On peut le voir. Il a vu que j'avais rajouté 3 queues, la create, la update et la delete. Et du coup, dynamiquement, il me les affiche ici. Donc, mes 3 queues sont prêtes. Et mon appli SQL, elle, NoSQL plutôt que j'ai démarré, elle a réussi normalement à se connecter à mes différentes queues pour tenter de les consommer. Donc là, on voit, elle log plus de warn comme quoi elle ne trouve pas les queues. Pardon. Donc, c'est qu'elle a réussi à les trouver. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est envoyer un message et attendre de voir comment va réagir mon application. Envoyer le message, c'est le consumer qui va le faire depuis mon appli SQL. Donc, je vais démarrer la partie SQL aussi. Et on va regarder comment on va faire pour envoyer des messages. Donc, les points d'entrée au niveau de ma première application, c'était la capacité de créer des personnes, entre autres, avec un contrôleur. Donc, mon application, elle est démarrée. Je vais avoir la possibilité, via mon Swagger, de créer une personne. Donc, on va l'appeler son nom, ce sera test. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une démo en pas à pas pour que vous compreniez bien. On va arriver là maintenant au niveau de mon premier contrôleur. Donc, mon producer n'a pas la capacité d'écrire. Super. Alors, il va falloir que je fasse un peu plus de conf que prévu. Alors, je vais changer les rôles. Ça sera plus simple. Et je vais redémarrer mon broker parce que les changements de rôle, on n'a pas le choix, il faut redémarrer. OK. On va retenter. Donc, j'arrive dans mon web service. Donc, on a les vérifications d'usage qu'on faisait dans les précédents Proxy Monday, à savoir vérifier est-ce qu'une personne existe déjà ou non. Donc là, ça m'a renvoyé que Nicolas Test existe déjà. Donc, on va l'appeler Nicolas Test 2. Donc là, j'arrive au moment où je vais en renvoyer, j'ai envie d'envoyer vers mon application numéro 2 la personne que je suis en train de créer. Donc, avec mon JMS template, je vais envoyer ma personne dans le broker. On peut, si on veut, ajouter des properties dans le header du message. Ça permet de passer
des paires de clés-valeurs qui ne seraient pas dans le corps du message, mais qu'on aurait besoin, par exemple, pour dire à qui on doit envoyer le message ou des choses comme ça, si on n'a qu'une seule queue et qu'on a plusieurs consommateurs. Donc, ça se met sous ce format-là. On set une propriété au format string, long, peu importe, et elle sera envoyée dans le header. Ça, si on veut, on pourra regarder un petit peu après. Donc, je vais me remettre au niveau de ma deuxième application qui est en écoute sur la queue de création. Et je vais relâcher mon point d'arrêt. Là, on peut voir que ma deuxième application, elle a réagi vraiment au quart de tour. Elle a reçu le message et elle est déjà en train de le consommer parce qu'elle a de la bande passante pour le faire. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'objet qu'elle a reçu, donc c'est bien le Pojo Nicolas Test 2 qu'on avait envoyé au format JSON au niveau du web service. Entre-temps, au niveau de mon PG admin, ma personne Nicolas Test 2 a bien été créée. Et au niveau de ma deuxième application, et là de façon asynchrone, dans mon MongoDB, la personne Nicolas Test 2 n'existe pas encore. Si je continue à exécuter mon code, on va arriver. Super, null pointer exception. Donc ça ne va pas la créer, évidemment, parce que j'ai une exception. Bon, super exemple qui va montrer que, en théorie, le message qu'on vient d'envoyer, il n'est pas perdu. Il est censé être redirigé. Normalement, dans l'ADLQ, alors browse queue. Donc pour ça, il faut le configurer. Moi, je ne l'ai pas configuré. Donc, en fait, mon message, il a été supprimé et il n'y aura pas de retentative. Mais quand il y a ce genre d'erreur, on peut demander à ce que le message soit redirigé vers une dead letter queue pour retenter un essai un peu plus tard. Donc là, je vais quand même essayer de corriger mon erreur pour avancer un peu plus dans la sauvegarde de mon utilisateur. Donc là, j'arrive de nouveau dans ma deuxième application. Et là, ce qui se passe, j'avais une exception ici. Model mapper is nul. OK. C'est normal. Voilà. Donc, on va reprendre après redémarrage. C'est parti. Donc là, je suis arrivé à Nicolas Test 4 qui va être créé. Donc, au niveau de ma base Postgre, eh bien, mes utilisateurs, au niveau de ma base Mongo, je ne les ai toujours pas. Donc, si j'ajoute toujours une exception. Destination cannot be null. Énième test. Donc là, dans mon MongoDB, j'ai bien mon Nicolas Test 5 qui a été créé du coup de façon asynchrone et indépendante de la partie de l'appli 1 qui était d'écrire dans la base Postgre. Au niveau de mon broker, on va aller regarder un petit peu. On a des statistiques qui sont exposées. Alors, au niveau des attributs. Donc en fait, là, on voit qu'on a eu quatre messages qui ont été envoyés, qu'on n'a qu'un seul consommateur en parallèle sur cette queue, que les 4 messages qui ont été ajoutés ont été acquittés.
Donc, que tout, en fait, pour l'instant, s'est bien passé. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon application qui écoute, donc la partie NoSQL, et je vais envoyer la création d'un nouvel utilisateur qui va bien se passer et qui va être envoyé du coup dans la queue destinatrice. Et là, ce qu'on voit, c'est que j'ai un message dans ma queue qui est en attente. J'ai plus de consommateurs. On peut regarder dans les attributs, là, consumer count, il est à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui en écoute. Donc là, mon message, il est en attente. Et vu qu'il est durable, si je redémarre mon serveur, ce que je vais faire maintenant, voilà, mon serveur, là, il est bien mort. Si je redémarre mon serveur, et là, dès qu'il va être à nouveau up, on va pouvoir voir que je n'ai pas perdu mon message parce qu'il a été persisté par le broker sur le disque. Et c'est ça qui est très intéressant pour décorréler les traitements, c'est que là, on a de l'asynchronisme, mais aussi de la persistance qui fait qu'on n'a pas perdu notre message. Quand je redémarre mon appli NoSQL, et ben directement, dès que le listener il va se lancer, il va se mettre en écoute sur la queue, il va prendre le message, il va le traiter, et bim, on arrive à reprendre le traitement où est-ce qu'il était arrêté tout à l'heure. Et dans notre base de données, Mongo, on a l'utilisateur qui arrive finalement donc au moment où l'application est disponible. Donc là, on a fait du monoconsommateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir plusieurs consommateurs en parallèle. Un peu comme un pool de connexion sur une, une base de données. Ça se fait assez facilement. Au niveau de la configuration, on va dire du coup à notre JMS Listener qu'on veut plusieurs consommateurs en parallèle. Donc soit je peux dire strictement 5 et j'en aurai 5 d'instanciés en parallèle en même temps, dès le démarrage, ou je vais dire entre 1 et 5. Et là, ce qui va se passer, c'est que en fonction de la charge, mon application elle va instancier plus ou moins de consommateurs. S'il y a un pic de charge, elle va aller jusqu'à 5 consommateurs maximum. Et quand ça va redescendre, elle va aller désinstancier au fur et à mesure si elle a la capacité avec un seul consommateur de traiter tous les messages qui sont présents dans la queue. Donc, si je redémarre, ma deuxième application, on va voir au niveau de ma queue, dans mes attributs, le consommateur qui va arriver. Voilà, donc j'en ai un, minimum un par défaut qui arrive. Et en fonction de la charge que je vais infliger à mon serveur, savoir si j'envoie test 7 par exemple, là j'ai un seul thread qui va se déclencher. Je vais retirer mes points d'arrêt pour essayer d'aller un peu plus vite. Mais sans charge, voilà, il m'a instancié un deuxième là. Sans charge particulière, il va pas, normalement, il va pas aller beaucoup plus haut. J'en rajoute un autre. Voilà, je suis toujours à 2. Donc ça, c'est lui qui va gérer et qui va déterminer le nombre de consommateurs dont il a besoin, selon les ressources dont il dispose. Ça, c'est une partie plutôt intéressante de l'utilisation de l'asynchronisme par message broker. On va essayer de faire une autre opération. Donc là, on était sur de l'ajout de personnes. On va essayer d'en modifier une. Comme ça, on va voir, on peut faire aussi cette opération par passage asynchrone de messages. Donc, je vais récupérer une de mes personnes et je vais faire une tentative de mise à jour. C'était l'ID, c'était la personne 15. Et je vais remettre quelques points d'arrêt. Alors, ça c'est la partie NoSQL.
pour la modification. Voilà. Donc là, je vais procéder côté Postgre à la mise à jour de ma personne. Donc là, j'ai renvoyé les mêmes données, donc c'est pas hyper intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise à jour au moins d'un élément. Voilà. Et du coup, juste avant d'envoyer mon message à ma deuxième application, on va regarder du coup que la mise à jour s'est bien opérée ici. Sauf que je n'ai pas fait la sauvegarde. Normalement, j'étais censé être transactionnel, donc en fait, ça, c'est censé servir à rien. Voilà, la transaction n'était pas terminée. Donc, j'ai bien ma mise à jour au niveau de ma base Postgre. Pour l'instant, j'ai relâché mon point d'arrêt. Ah oui, du coup, ça a été consommé direct. Donc, ça s'est bien fait dans ma base aussi NoSQL. Donc, je vais refaire un envoi pour bien montrer que ça s'opère tout d'abord dans ma base SQL ici, donc en Nicolas 3. Et dans ma base NoSQL, on n'a pas encore eu la mise à jour. Et du coup, qui va se faire encore une fois là, de manière asynchrone. Voilà. Le dernier élément, c'était la suppression d'une personne. Donc, toujours ma dernière personne d'ID 15. Donc, au niveau SQL, elle va être supprimée. Alors, il faut que je relâche mon point pour que la transaction se termine. Donc, je vais mettre mon point d'arrêt juste là. Voilà. La transaction, elle est terminée, ma personne a été supprimée. Et là, dans ma base NoSQL, de façon asynchrone, j'ai toujours ma personne d'ID 15 qui est là, jusqu'à ce que je finisse le traitement. Et là, elle a disparu. Donc voilà. Pour la petite démo, au niveau de montrer donc comment rendre vos traitements asynchrones, ça permet donc, moi je l'utilise pour faire de la synchronisation de données avec entre des bases de données qui ont des différents modèles, par exemple. Donc ça permet de transférer des données et de faire des traitements de façon asynchrone entre des bases de données. Après, en exemple autre, c'est vraiment en fonction des besoins du projet que vous pouvez avoir. Le but étant vraiment d'avoir quelque chose de très réactif, de fiable et de résilient, parce que si vous avez une de vos applications qui tombe, eh bien, vous ne perdez pas vos données. Elles restent dans la queue qui est en attente d'être consommée pour être traitée. J'ai terminé au niveau de ma démonstration. Je vais revenir sur mon PowerPoint pour vous partager mes sources. En tout cas, tout le monde semble subjugué par ta présentation, Nicolas. Ouais, je ne sais pas si... Très bien. Je ne sais pas si subjuguer est le mot. J'espère que vous avez à peu près compris. Qu'il nous reste quelques minutes, si vous avez des questions à poser entre deux, il n'y a pas de souci. Hop. En attendant, je vais vous montrer un petit peu le site. Donc, ActiveMQ Artemis, c'est la suite d'Apache ActiveMQ, en fait. Donc, dans l'ActiveMQ, qu'ils ont appelé maintenant classique,
mais qui n'implémentent pas JMS 2, la dernière spec, en fait. C'est pour ça qu'ils sont passés sur Apache Artemis. Et ils ont implémenté ça parce que c'est meilleur en performance. Et ça supporte beaucoup plus de protocoles que la TMQ classique. C'est pas beaucoup plus compliqué, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses, surtout la partie MQTT, Internet of Things, qui se développe de plus en plus. Hein. Donc, utiliser ce protocole pour communiquer entre choses. Et avoir ce serveur-là qui peut se mettre entre les deux, ça permet de faciliter l'intégration de ce genre de projet. Et la partie Stomp, alors, je ne sais pas si vous faites des WebSockets, mais ça peut être vite un casse-tête à mettre en place, surtout quand on doit coder le serveur. Et avec TMQ Artemis, il suffit de le déployer. Et après, il donne des exemples de clients Stomp qui permettent d'intégrer très très rapidement en fait la communication avec le serveur directement. Je ne sais pas si vous avez des questions, un point en particulier sur lequel vous voudriez que je revienne. N'hésitez pas à activer vos micros hein, si vous voulez poser des questions directement à Nicolas. Profitons, on n'est pas nombreux, c'est aussi le moment de profiter de ces Proxy Monday entre nous. Juste une petite question. Tu aurais plus tendance à utiliser des appels asynchrones comme ça avec de l'event sourcing plutôt que de faire des appels en HTTP direct entre deux applications ou pas? Ça dépend vraiment du cas d'usage. Par exemple, moi, j'ai les deux cas d'usage. C'est qu'il y a des moments, j'ai besoin absolument d'avoir la réponse pour continuer mon traitement. Donc, tout ce qui est séquentiel et qui ne peut pas être asynchrone, je vais faire plutôt du HTTP parce que je suis sûr que derrière, j'aurai une réponse avec du 2 quelque chose qui sera OK, ou si c'est supérieur, ce sera KO. Et derrière, je peux adapter mon traitement. Si le traitement que je vais faire subir à mon objet, le résultat, je n'ai pas besoin forcément d'en avoir connaissance parce que je passe un message à une autre application qui fait tout autre chose, là, je vais plutôt faire de la synchrone. Typiquement, t'imagines, tu es en train de passer une commande, tu as validé ton panier. Derrière, ça va dispatcher de façon asynchrone à la facturation, à la logistique, et ça va peut-être dire à la poste, viens, faut venir chercher un colis. Derrière, la facturation, tu n'as pas besoin de savoir si elle est OK ou pas, c'est le service de facture qui va s'en occuper. La logistique, tu n'as pas besoin de savoir où tu dois aller chercher ton paquet pour le mettre dans quel camion, c'est le service logistique qui s'en occupe. Et la poste, tu n'as pas besoin de savoir si elle va te dire, ah bah oui, c'est bon, je viens chercher ton colis. Elle va venir chercher ton colis et puis c'est tout. Ouais, ok, je vois. Merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des cas d'usage que vous imaginez, mais alors moi j'ai tout fait en Java, mais ça s'applique à d'autres langages parce que là où je suis en ce moment, on a du .NET, on a du PHP, ça s'intègre très bien. Il y a des exemples, c'est bien suivi, il y a une bonne communauté, il y a des exemples pour intégrer ça très très facilement. Et dans différents frameworks, par exemple en PHP, donc on a la liste des clients. Super. C'est Stomp Code House, Stomp PHP. Donc ça donne une librairie qui permet de ne pas démarrer de zéro, par exemple. On va avoir la même chose pour tout ce qui est C#. Je sais pas. Avec NMS, voilà. On était dessus tout à l'heure. Donc c'est vraiment assez facile vraiment à mettre en place. Et la partie serveur est vraiment pas très très compliquée à configurer. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à prendre en main.
Donc pour ceux que ça intéresse et qui sont Proxiad, je vais mettre à disposition mes sources de tout le projet depuis le premier Proxy Monday pour vous les partager. Je pense que vous pouvez communiquer avec moi directement sur le Proxy Talk et je vous les enverrai. Ou sinon, je peux les mettre à disposition soit de Laurent, soit de Vincent, et vous pourrez directement leur demander si vous voulez. Oui, je pense que tu peux nous les mettre à dispo. Après, les gens peuvent me contacter, voire te contacter via LinkedIn, je pense, hein, pour récupérer les sources. Ouais. Enfin, je pense que c'est mieux pour rester faut que ça reste en interne sur Proxy Talk pour que ce soit du Proxiad. Mais oui, il n'y a pas de souci pour que vous veniez directement me voir. S'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoute, on dirait que non. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Sinon, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes, hein, si vous avez des questions pour les poser à Nicolas sur les 3 épisodes, hein, qu'on a eus sur l'architecture réactive. Merci encore à toi, Nicolas. 3 épisodes, la première saison, hein, des Proxy Talk qu'on aura eu en 3 épisodes. N'hésitez pas à aller voir les replays. Allez, peut-être qu'on essaiera de contacter Netflix pour leur proposer cette série. Merci à tous. En tout cas, encore merci à toi, Nicolas, pour comme je viens de dire, quoi, pour ces 3 épisodes. Là, c'est une première. Et il faudra qu'on arrive à lancer ça et à relancer ça avec des prochains sujets similaires. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, j'espère que vous avez été là présents aux 3. Et puis, voilà, si pas d'autres questions, écoute, on va vous remercier. Remercier beaucoup. Le replay sera dispo normalement d'ici la fin de la semaine. N'hésitez pas, en tout cas, à suivre, hein, sur notre page YouTube. Tous les replays sont dispo. Merci, Nicolas. Merci à toi. Te souhaitant une belle et bonne soirée. Merci et bonne soirée à tout le monde.